Si vous aviez des difficultés dans une relation, cette compétence serait abordée en thérapie. Si vous souffriez de dépression, cette compétence serait évoquée en thérapie. Si vous aviez du mal avec l'anxiété, les limites, l'école, le travail, la politique ou l'angoisse existentielle, cette capacité serait probablement abordée en thérapie car elle est tellement importante. Elle est extrêmement utile et fait la différence entre les personnes qui résolvent les problèmes et qui réussissent et ceux qui ne le sont pas. As-tu déjà eu l'impression que peu importe à quel point tu essaies, ça ne change rien? Parce que la vie semble s'acharner contre toi? En tant que thérapeute, j'entends des phrases comme « à quoi ça sert ?» Ça ne marche jamais, ou les autres ont une vie géniale, mais c'est pas écrit pour moi. D'un autre côté, il n'est pas rare que des personnes croient qu'elles sont simplement trop stupides, défectueuses, paresseuses, ou trop déprimées, anxieuses ou atteintes de TDAH pour réussir. S'ils ont des conflits dans une relation, ce doit être parce que je suis indigne d'amour. Si tu as des difficultés au travail, c'est parce que je suis pas aussi intelligent que Paul. Je vois des gens hésiter sur ce que j'appelle le tremblement d'impuissance. Ils alternent entre se sentir impuissant dans un monde brisé et simplement se sentir brisé ou défectueux. Et à la racine, c'est croire qu'on ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Beaucoup de gens ont du mal avec cela, ce qui les laisse en colère et déprimés. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. C'est une compétence que j'enseigne presque à chaque séance de thérapie et qui fait toute la différence entre les personnes qui se sentent responsables et pleines d'espoir et accomplissent des choses et celles qui se sentent frustrées et impuissantes. Il s'agit de développer un locus de contrôle interne, mais d'abord une histoire. Carson est un neurochirurgien de renommée mondiale, mais avant de pouvoir sauver des vies, il a affronté des défis sérieux. Il a grandi dans un quartier pauvre du centre-ville de Détroit. Quand il avait 8 ans, son père les a quittés pour sa famille secrète. Et sa mère, Sonja Carson, travaillait à 2 emplois de femme de ménage pour subvenir aux besoins de la famille. Elle était fière d'avoir réussi à sortir la famille de l'aide sociale, mais ils avaient toujours du mal à avoir assez d'argent pour la nourriture et les vêtements. Était au bas de sa classe à l'école publique, et les autres enfants l'appelaient idiot. Était vraiment embarrassé. Être si pauvre, il lui manquait son père et il avait du mal à gérer ses émotions. Il est devenu très en colère et, dans son autobiographie, il raconte même l'histoire où il a failli poignarder un de ses amis. C'était donc une période vraiment désespérée pour la famille Carson, mais sa mère ne leur a jamais permis de abandonner. Elle était déterminée à trouver un moyen d'améliorer leur situation. Elle avait un locus de contrôle interne, et je vais vous montrer à quoi cela ressemblait. Elle observait attentivement les familles aisées pour lesquelles elle travaillait, et elle remarqua qu'elles ne laissaient pas leurs enfants regarder la télévision, mais elles faisaient plutôt lire des livres à leurs enfants. Ainsi, Sonja exigeait de la bibliothèque par semaine et son frère écrivent des comptes rendus à leur sujet. Et même si elle pouvait, elle lisait à peine elle-même, elle examinait leurs rapports, ce qui les incitait à prendre la lecture au sérieux. Et ainsi, elle les encourageait constamment, lui et son frère, à continuer de travailler et à faire confiance à Dieu. Et petit à petit, Ben a réussi à s'améliorer à l'école, et finalement, il est devenu le premier de sa classe. Il a été accepté dans une école privée, mais là-bas, il a dû faire face à la discrimination raciale quotidiennement. Lors d'une assemblée scolaire, un professeur a humilié les enfants blancs en même temps qu'il insultait Ben, en disant aux enfants blancs qu'ils ne devraient pas laisser un enfant comme lui, le seul enfant noir de l'école, les dépasser. Il aurait été facile pour eux de sombrer dans le découragement, le blâme ou la colère. Mais la mère de Ben avait un locus de contrôle interne. Elle l'encourageait à ignorer leur ignorance et à se concentrer uniquement sur ce sur quoi il pouvait agir dans son travail scolaire. Finalement, il a obtenu son diplôme de sa classe. Il est allé à l'université et a obtenu son diplôme auprès des meilleurs de sa promotion à Johns Hopkins, à l'école de médecine. Et il est devenu l'un des plus jeunes chefs neurochirurgiens pédiatriques aux États-Unis, où il a été nommé pour diriger le département à l'hôpital Johns Hopkins à l'âge de 33 ans. Il a continué à affronter des difficultés, le travail était stressant, sa fille en bas âge est décédée et la discrimination était inévitable. Parfois, il entrait dans la chambre d'un patient qui demandait où se trouvait le vrai médecin, car il ne s'attendait pas à ce qu'un homme noir soit docteur, mais il a fait face à ces défis avec douceur et confiance en lui, et il a travaillé dur pour devenir l'un des meilleurs neurochirurgiens au monde. Finalement, il a acquis une renommée internationale pour son rôle de pionnier dans ces complexes des interventions chirurgicales, y compris la séparation du jumeau siamois, et il a même reçu médaille présidentielle de la liberté. Puis il est finalement devenu secrétaire au logement pour les et au développement urbain. Alors, qu'est-ce qui fait la différence en matière de réussite? C'est votre locus de contrôle. Le locus de contrôle désigne à quel point vous croyez pouvoir influencer ce qui arrive dans votre vie. Les personnes qui se concentrent sur ce qu'elles peuvent changer ont un locus de contrôle interne. Ils croient que leurs efforts font une différence. Ils reconnaissent ce qu'ils peuvent changer et ils concentrent leur énergie et leur attention sur ce qu'ils peuvent changer. Le locus de contrôle a été associé à une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, de meilleures relations et plus de succès. Lorsqu'un locus de contrôle externe, ils croient que des facteurs externes, comme la chance,
le destin ou les actions des autres sont responsables sur la façon dont leur vie se... Ils ont tendance à se sentir plus déprimés, stressés et anxieux. Mais votre locus de contrôle n'est pas un trait, c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, c'est un choix, c'est un mode de pensée que tout le monde, y compris vous, peut adopter. Vous pouvez apprendre à passer d'un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne. La mère de Ben, Sangha, lui a appris à faire attention à ce qu'il pouvait changer et à lâcher prise sur ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Le frère de Ben a également pu devenir un ingénieur à succès. L'état d'esprit que leur mère leur a transmis les aide à construire une vie saine et réussie. Maintenant, je souhaite aborder ce sujet avec prudence et humilité. Je ne cherche pas à dire aux groupes marginalisés ce qu'ils doivent faire. Mon intention est plutôt de souligner que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle peut favoriser l'autonomisation, même face à des défis systémiques. D'accord ? Le monde est vraiment foutu. Il y a des gens mal intentionnés dans le monde. Il y a de la discrimination. Toutes ces choses qui rendent notre vie plus difficile. Mais quand notre énergie est absorbée parce que nous ne pouvons pas contrôler, cela perpétue ces sentiments d'impuissance. Mais lorsque nous orientons nos efforts dans des domaines où nous avons du pouvoir d'agir, où nous avons du pouvoir, où nous pouvons influencer quelque chose, nous pouvons renforcer notre pouvoir et notre résilience. Ainsi, un locus de contrôle sain consiste à reconnaître les choses, changer et concentrer toute votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Les Carson ont choisi de se concentrer sur leur éducation. Et vous pouvez aussi apprendre à avoir un locus de contrôle interne. Il y a quelques manières pratiques de le faire, et cela ne prend que quelques minutes. Alors d'abord, apprenons les signes que vous pourriez avoir un locus de contrôle externe. Je dirais qu'il y a 2 aspects à avoir ce locus externe de contrôle. Il y a 2 aspects à ce que j'ai appelé le balancement d'impuissance. Le premier est l'extériorisation. Cela ressemble à du blâme, n'est-ce pas ? Vous dites « Oh, je ne peux pas être promu à cause de mon patron. Je ne peux pas être promu à cause de la politique, à cause de cette stupide entreprise, le système, à cause de mes origines, à cause de qui je connais et qui je ne connais pas. » En gros, blâmer, c'est quand le problème vient de n'importe qui, de n'importe quelle raison, sauf moi. Si vous êtes quelqu'un qui externalise ou si vous avez tendance à le faire, vous vous sentez impuissant ou sans pouvoir. C'est là où vous croyez que vous ne pouvez pas changer si vous êtes sur le point d'être heureux ou de réussir. Vous ne pouvez pas influencer la probabilité que cela arrive. Une autre forme d'externalisation, on dit des choses comme oh, ils m'ont fait ressentir ça. Donc, d'autres personnes te font te sentir déprimé, en colère ou se sentir victime. Parfois, quelque chose de mauvais arrive et ça ruine toute ma journée ou toute ma semaine, n'est-ce pas ? Quand tu crois cela, tes sentiments sont complètement déterminés par les gens ou par des circonstances extérieures à toi. Maintenant, tu pourrais penser que c'est injuste et honnêtement, d'autres personnes nous affectent, n'est-ce pas ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de facteurs externes qui influencent nos vies. C'est simplement qu'une façon plus constructive de voir les choses est plus équilibrée, non ? Vous essayez de voir les 2 côtés de la plupart des situations. Donc au lieu de dire « Oh, cet accident a gâché ma journée », vous dites « Oh, cette petite collision a rendu ma journée difficile. Alors, je me suis assurée de prendre un peu plus de temps pour prendre soin de moi plus tard. » Cela montre simplement une focalisation sur ce que vous pouvez changer plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas. D'accord ? Une autre croyance courante chez les externalisateurs est de penser que tout est horrible. Non ? Vous diriez, vous entendez des gens dire oh, le monde va à volo, ou pratiquement n'importe quelle phrase commence par les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tout le monde est nul. Il est trop tard pour que je change. J'ai trop mal fait les choses aussi mal. L'économie a ruiné mes choix. Tout cela se concentre sur des choses extérieures à vous que vous ne pouvez pas changer. Et c'est très révélateur. Cela fait du bien, mais cela vous rend impuissant. En voici un autre qui fait du bien. Cela vous rend impuissant de vous focaliser sur vous-même en tant que victime. Ceci est différent d'avoir été maltraité ou victime. L'un est quelque chose qui vous est arrivé et l'autre est l'identité que vous vous attribuez, la lentille à travers laquelle vous percevez tout dans la vie. Donc, quand vous croyez être une victime, vous vous sentez un peu défendu parce que ce qui s'est passé n'était pas de votre faute, mais cela vous prive du pouvoir d'agir pour améliorer votre vie. D'accord. Le dernier point est la croyance que le succès ou l'échec dépend de la chance, destin ou divinité. Ainsi, vous entendrez des gens dire des expressions comme Anchalot ou C'est Dieu ce qu'est, comme s'ils disaient, eh bien, ma vie ira bien si Dieu veut que cela arrive ainsi. Et tout d'abord, ce n'est pas l'interprétation personnelle de Dieu. Et ensuite, il faut que nous nous concentrions sur ce sur quoi nous pouvons agir. Nous avons en colère, amers, comme s'ils avaient été victimes ou impuissants. Ils peuvent ressentir que le monde est sans espoir ou qu'ils doivent simplement compter sur le destin ou la volonté de Dieu parce que selon eux, rien de ce qu'ils font. Cela importe beaucoup. Et l'impuissance apprise de cette façon peut parfois se transmettre au sein des familles ou des expériences culturelles marquées par des injustices systémiques, la discrimination, les abus et des traumatismes historiques que beaucoup de communautés rencontrent croyant qu'il n'y a pas d'option ou que les systèmes oppressifs sont immuables, ce qui peut légitimement paraître comme une réalité face aux problèmes profonds et aux inégalités causées par la discrimination, la pauvreté, le manque d'éducation, de ressources,
la violence, la guerre, de l'oppression. Ces défis sont indéniablement réels et importants, mais il est aussi vrai que de nombreux individus et communautés ont trouvé des moyens de provoquer un changement même face à l'adversité. Cela commence souvent par une croyance en leur propre capacité d'agir, une croyance en leur propre centre de contrôle. La conviction que la transformation positive est possible, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas justes, nous ne négligeons pas simplement le poids réel des obstacles, des défis et des barrières systémiques, mais nous reconnaissons plutôt que garder espoir et poser des actions, même minimes, peut briser ces cycles de désespoir et ouvrir des chemins vers l'autonomisation. Ainsi, apprendre à identifier l'extériorisation, c'est à dire la croyance que des forces extérieures ont contrôlé votre vie, va aider à développer un locus de contrôle interne. Mais étonnamment, il existe une autre forme d'impuissance où vous vous percevez essentiellement comme une victime de la génétique fatale, et cela internalisé. Cela revient à se considérer comme défectueux et sans espoir. Vous pourriez dire que je suis stupide, je suis trop mauvais en maths, je suis inaimable, je suis jamais assez bon, je suis trop déprimé, j'ai trop de TDAH. Essentiellement, toute étiquette utilisée comme identité qui vous excuse de passer à l'action est une forme d'internalisation. Mais c'est en réalité un locus de contrôle externe, cela vous fait sentir impuissant. Et une autre forme de... Cela consiste à dire « Oh, j'ai trop fait d'erreurs, alors pourquoi s'embêter ? Il est trop tard pour moi pour faire quoi que ce soit. » À ce sujet, alors je pourrais aussi bien abandonner, non? Maintenant, honnêtement, nous avons des limites, n'est-ce pas? Nous en avons des limites physiques et mentales, certains plus que d'autres. Mais il y a une différence entre utiliser cela comme une justification ou une excuse pour expliquer pourquoi vous êtes impuissant. Et demander plutôt quelle action je peux entreprendre. Et j'adore cet exemple de Jessica McCabe. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous utilisez votre TDAH comme excuse? Cela peut arriver parfois, et pour être juste, il y a des moments où les gens l'utilisent vraiment, ils utilisent leur TDAH comme excuse, mais la plupart du temps, c'est une explication. Et voici comment je fais la différence. J'utilise cette métaphore, excuse, je suis petit, donc je vais pas pouvoir atteindre ça. Objet sur cette étagère en haut, quelqu'un d'autre va devoir le faire pour moi. Explication, je suis petit, donc si tu veux que j'atteigne cet objet sur l'étagère en haut, il me faudra un marchepied, un peu plus de temps pour pouvoir grimper et le faire. C'est ça la différence. C'est pas que nous ne pouvons rien faire, c'est que nous aurons besoin de plus de soutien pour y parvenir. Ainsi, le diagnostic de TDAH peut servir de rappel pour instaurer des structures et des routines qui favorisent la réussite, ou vous pouvez utiliser cela comme excuse pour expliquer pourquoi vous n'y parvenez pas. Les personnes responsabilisées utilisent les étiquettes pour s'aider à trouver des ressources, une communauté et du soutien. D'accord, donc nous venons de parler de l'extériorisation et de l'intériorisation, mais tout cela correspond à un locus de contrôle externe, et je pense qu'à ce stade, nous devons vraiment sortir de ce pendule d'impuissance qui balance d'avant en arrière entre différentes les explications sur pourquoi nous ne pouvons rien changer dans nos vies et pourquoi nous sommes si justifiés et légitimés et impuissants. Et je pense qu'au passage, c'est vraiment normal de tomber dans cette habitude d'impuissance. Mais il arrive un moment où cela commence à se ressentir. C'est nul. Vous m'écoutez peu, être, et vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment toutes ces mauvaises choses qui me sont arrivées? Je pense que oui. En fait, c'est sans doute le cas, mais à un moment donné, vous en avez probablement assez de vous sentir impuissant et de vous complaire dans cette satisfaction amère. Vous en avez sans doute assez de sentir que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Vous êtes probablement en avez assez de ne pas réussir dans votre vie. Alors si vous êtes un peu dans cet état, vous vous dites, mec, j'en ai assez de me sentir impuissant. Apprenons à adopter un locus de contrôle interne. Quels sont les signes d'un locus de contrôle interne? Vous assumez la responsabilité de vos actions. Vous ne vous souciez pas trop des opinions des autres. Vous n'essayez pas de convaincre les autres de vous aimer, n'est-ce pas? Vous croyez pouvoir influencer les résultats que lorsque vous apprenez les bonnes compétences et que vous fournissez le bon effort, vous avez plus de chances de réussir. À la place, n'essayez pas de tout concentrer sur ce que vous pouvez changer, c'est à dire vous-même. Quand les autres vous maltraitent, vous établissez des limites saines et vous revenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Les personnes avec réussissent mieux en général. Ils ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs. Ils sont en meilleure santé physique, ils sont plus heureux, ils sont plus indépendants et ils sont plus émotionnellement stables. Vous vous demandez probablement maintenant comment faire. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai trouvé des astuces là pour. Alors, comment sortir de cette oscillation d'impuissance? Il y a des étapes que vous pouvez suivre pour y parvenir. J'en ai 4. La première étape est de regarder honnêtement l'endroit où vos pensées vous sabotent. Cela inclut le fait de s'appuyer sur l'idée que vous êtes une victime, de vous blâmer ou de blâmer les autres. Et la façon la plus simple d'identifier ces croyances autolimitantes est de remplir les blancs. Je ne peux pas parce que je peux pas me sentir calme à cause de la façon dont le comportement de mon mari. Je ne peux pas réussir à l'école parce que les professeurs sont injustes, etc. Alors écris cela. Je ne peux pas parce que... Donc la deuxième étape est de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Ainsi, les personnes réussies ne se blâment pas toujours pour tout et elles ne supposent pas qu'elles peuvent tout changer. Des études ont montré qu'elles sont en fait meilleures pour clarifier
ce qu'elles ne peuvent pas contrôler et concentrer leur énergie et leur attention sur ce qu'elles peuvent contrôler. Pour faire cela, j'adore l'exercice du locus de contrôle. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez tracer une ligne au centre et écrire en haut d'un côté les choses que je peux contrôler et en haut de l'autre côté, écrivez les choses que je ne peux pas contrôler. Puis vous prenez votre point et vous le notez en haut. Par exemple, je ne peux pas contrôler qui est le président des États-Unis. Je ne peux pas contrôler pour qui tout le monde vote, mais je peux contrôler pour qui je vote. Je peux contrôler comment je m'instruire. Je peux contrôler ce que je lis, les actions que je prends pour améliorer ma communauté. Je partage mes opinions politiques ou non. Maintenant, pour se sentir vraiment en bonne santé et autonome, il faut concentrer principalement la majorité de ton attention et de tes efforts sur la partie que tu peux contrôler. Mais que faire si tu as l'impression qu'il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet? Cela nous amène à l'étape 3. Il s'agit d'explorer et d'apprendre des compétences que nous ne connaissons peu, être même pas. Imaginons que tu sois le fils d'un mineur de charbon. Toute la ville est déprimée depuis qu'ils ont fermé la mine et que tout le monde blâme sans cesse l'industrie et les fabricants et l'économie, le président, la Chine. Non, vous pouvez vous sentir très coincé et impuissant parce que tout ce que vous connaissez, c'est l'exploitation du charbon, mais vous ne pouvez plus exercer ce métier. Voici donc une excellente opportunité, s'il existe peu, être un ensemble de compétences différents qui vous donneraient plus de liberté. Cela pourrait inclure comme apprendre des compétences, par exemple devenir mécanicien diesel ou paysagiste. Et je ne dis pas que vous devriez, ce sont les personnes qui font ces choses, celles qui se demandent, tiens, je me demande quelles compétences que je ne connais pas encore, ce sont ces personnes qui réussissent au lieu de se complaire. Donc c'est pareil, comme dans les relations, non. Tu as eu quelques ruptures de suite et tu te dis, mec, je viens juste de ne peux pas faire durer mes relations. Au lieu de penser, mec, je suis juste brisée, je suis indigne d'amour, je suis un échec. Au lieu de cela, tu devrais être juste apprendre à réparer, apprendre certaines compétences relationnelles pour résoudre des problèmes, mais vous ne savez peu être même pas ces compétences. Quelles sont? Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Et si vous faisiez constamment des crises de panique, vous pourriez penser, bon sang, c'est permanent, je suis condamné à souffrir d'anxiété, de panique pour toujours. Et je dirais, non, cela n'a pas à être permanent, il y a environ 10 compétences différentes qui peuvent vraiment aider, de la respiration profonde à la volonté de faire des brain dumps. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a tellement de problèmes où nous ignorons totalement une compétence que nous ne connaissons pas encore. Soyez curieux. Je parie que vous seriez surpris du nombre d'options qui existent. D'accord. La 4e étape, c'est d'agir sur l'une de ces choses. Ainsi, l'objectif de cultiver un locus de contrôle interne, modifier nos schémas de pensée pour quelque chose de plus utile. Bien que nous ne puissions pas contrôler directement les lois, les règles sociales ou le comportement des autres, nous pouvons décider dans quelle mesure ces choses nous affecteront et nous allons choisir comment nous pensons et ressentons à propos de nous-mêmes. D'accord ? Laissez-moi vous donner un exemple. Parlons de comment modifier votre locus de contrôle avec, par exemple, disons que tu as eu une mauvaise note à un test. Quelle est la première chose à laquelle tu penses? Dans un locus de contrôle externe, tu pourrais penser « Oh, c'était impossible, personne ne pouvait bien faire à ça » ou que le professeur a rendu ça trop difficile. Il est tellement injuste. Ou d'un autre côté, tu pourrais penser « Oh, je suis tellement stupide, c'est inutile. » D'accord? Soyons honnêtes. Que peux-tu contrôler? Tu ne peux pas contrôler la difficulté du test. Tu ne peux pas contrôler ton professeur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la quantité d'études que vous avez faites, ce que vous avez appris, et si vous avez étudié vous le désirez avec autant d'efforts, et si ce test vous a réellement paru injuste, vous pouvez également garder le contrôle sur, comme en discutant avec vos camarades ou en prenant la parole si besoin. D'accord? Vous remarquez donc ces pensées inutiles, puis vous réalisez l'exercice du locus de contrôle. Quelles actions relèvent de mon locus de contrôle? Je vais comprendre mes erreurs pour m'améliorer au prochain test. Et ensuite, vous obtenez, curieux de savoir quelles compétences pourraient me manquer, peut être allez-vous demander un autre avis ou demander un soutien supplémentaire, obtenez de l'aide après l'école ou du tutorat. Puis, l'étape 4, sur une de ces choses, à l'action. Il suffit de passer à l'action. Un locus de contrôle sain ne consiste pas à se blâmer pour tout. Il ne s'agit pas de blâmer le monde pour tout. Il s'agit d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, de changer ce que vous pouvez, et de la sagesse pour faire la différence. Vous pouvez vraiment apprendre à développer un locus de contrôle sain. Lorsque vous le faites, utiliser peut aider dans presque toutes les situations où vous vous trouvez en conflit avec votre... Demandez-vous, que pouvez-vous changer à ce sujet? Si vous luttez contre la dépression, demandez-vous, qu'est-ce qui est dans votre champ de contrôle? Puis faites un petit pas, d'accord? Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Le lien est dans la description. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.